Depuis des décennies, la fascination pour les dinosaures ne faiblit pas. Ces créatures préhistoriques continuent de captiver les esprits grâce à leur incroyable diversité, leurs formes étranges et impressionnantes, mais aussi à leur réputation de prédateurs redoutables. Parmi les nombreuses questions que suscite leur étude, une énigme majeure intrigue les paléontologues et passionnés. Pourquoi certains continents semblent avoir abrité des dinosaures plus dangereux, plus impressionnants ou tout simplement différents des autres? Cette interrogation ne se limite pas à un simple jeu de grandeur. Elle touche à la compréhension profonde de la paléobiologie, de l'évolution des écosystèmes, mais aussi aux grands bouleversements géologiques qui ont façonné la planète Terre. Lorsque nous évoquons des dinosaures plus dangereux, nous faisons souvent référence à ceux qui ont laissé une trace plus marquante dans l'imaginaire collectif, tels que le Tyrannosaurus rex en Amérique du Nord ou le Spinosaurus en Afrique. Mais ces images proviennent-elles d'une réalité scientifique ou sont-elles le fruit de découvertes plus abondantes ou médiatisées dans certaines régions? Le mystère s'épaissit quand on observe que les continents, aujourd'hui séparés, formaient autrefois des masses terrestres gigantesques et unies, comme la Pangée. Cela implique que les dinosaures ne se sont pas développés isolément sur chacune des terres émergées que nous connaissons. Alors, comment expliquer que certains continents soient mieux connus pour leurs dinosaures particulièrement dangereux, avec des carnivores titanesques à leur sommet de la chaîne alimentaire, alors que d'autres ont livré surtout des espèces plus modestes ou des groupes très différents? L'idée même de dangerosité est elle aussi complexe. Elle est liée à plusieurs critères: la taille du dinosaure, son arme de prédation, dents acérées, griffes, ou même adaptations uniques comme les mâchoires puissantes ou la vitesse, mais aussi son comportement social et alimentaire. Certains prédateurs chassaient en meute, tandis que d'autres opéraient seuls. D'autres encore étaient capables d'évoluer dans des environnements spécifiques qui modifiaient leur stratégie, comme des forêts denses, des zones côtières ou des déserts. Ainsi, la notion même de plus dangereux est relative et dépendante du contexte écologique, géographique et temporel. Une autre raison expliquant cette association entre certains continents et des dinosaures plus dangereux pourrait aussi être liée à la chance des découvertes. Certaines régions ont été explorées plus tôt ou plus intensivement, comme l'Ouest américain, célèbre pour ses vestiges de dinosaures du Crétacé. D'autres terres, plus isolées ou recouvertes par la végétation dense, comme une grande partie de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud, ont livré des fossiles plus récemment, bouleversant parfois les conceptions établies. Par conséquent, cette image des continents comme ayant abrité des dinosaures plus ou moins dangereux pourrait être aussi liée au biais de la recherche et au progrès technologique dans la paléontologie. Enfin, la présence de dinosaures dangereux sur certains continents est intimement liée à leur passé géologique. La dérive des continents, la séparation progressive de la Pangée en plusieurs masses continentales distinctes et la variation des conditions climatiques ont créé des environnements variés, appelant des adaptations évolutives différentes. Cela conduit à une diversification des espèces, parfois favorisant des superprédateurs terrorisant leur milieu, parfois poussant à des spécialisations différentes. Par exemple, les gigantesques prédateurs terrestres du sud de l'Amérique ne sont pas forcément les mêmes que ceux du nord ou de l'Afrique, ce qui soulève la question fascinante. Les dinosaures dangereux de chaque continent ont-ils évolué indépendamment pour répondre à des défis locaux, ou s'agit-il d'une descendance commune qui s'est adaptée différemment? Au fil des prochaines heures, nous allons explorer toutes ces pistes. Nous retracerons les grandes étapes de l'ère mésozoïque, de la dérive des continents, en passant par la définition des critères qui permettent d'identifier un dinosaure comme particulièrement redoutable.
nous découvrirons les géants carnivores des différents continents, leur stratégie de chasse, leur rivalité et la complexité des écosystèmes qui les ont vus évoluer. À travers cette aventure fascinante, nous chercherons à comprendre si un continent se distingue vraiment comme le théâtre des dinosaures les plus dangereux, ou si ce mystère reste encore largement ouvert. Ainsi, cette première étape du voyage est une invitation à la curiosité et à la réflexion. Car au-delà du simple classement des dinosaures ou des continents, ce mystère révèle tout un pan de l'histoire de la vie sur Terre et de notre passion pour ces animaux remarquables. Maintenant, partons ensemble à la découverte de cette énigme qui mêle géologie, biologie et paléontologie. Pourquoi certains continents sont-ils associés à des dinosaures plus dangereux que d'autres? Pour bien comprendre pourquoi certains continents ont été le berceau de dinosaures jugés plus dangereux que d'autres, il est essentiel de revenir sur la vaste toile de fond qu'est l'ère mésozoïque, véritable âge d'or des reptiles géants, ainsi que sur la dynamique fascinante de la dérive des continents, qui a révolutionné la répartition des espèces. Plongeons ensemble dans ce voyage temporel et géographique, afin de mieux saisir le contexte dans lequel ces impressionnantes créatures ont évolué. L'ère mésozoïque, souvent appelée l'ère des reptiles, s'étend sur une période d'environ 186 millions d'années, allant approximativement de 252 millions d'années avant notre ère jusqu'à il y a 66 millions d'années. Elle se divise classiquement en 3 périodes principales, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. C'est durant ces millénaires que les dinosaures sont apparus, se sont diversifiés et ont dominé les écosystèmes terrestres. Au commencement du Trias, il y a environ 252 millions d'années, la Terre traversait une phase de reconstruction après la plus grande extinction massive connue, celle de la Permien-Trias. Tous les continents étaient alors regroupés en une masse gigantesque, appelée la Pangée. Ce supercontinent immense s'étendait du pôle Nord au pôle Sud, offrant un vaste territoire à des conditions climatiques majoritairement arides et uniformes. Toutefois, des régions plus humides existaient autour des côtes et dans les montagnes. Cette configuration géographique offrait un terrain fertile pour la diversification progressive de la faune et de la flore, y compris les premiers dinosaures. Progressivement, au fil de millions d'années, la Pangée a commencé à se fragmenter. Ce processus, appelé la dérive des continents, est lié au mouvement des plaques tectoniques sous la surface terrestre. Ces plaques glissent lentement sur le manteau terrestre, entraînant les continents dans une danse millénaire. Pendant le Jurassique, il y a environ 200 millions d'années, la Pangée s'est scindée en 2 grandes masses, l'Eurasie au nord, regroupant ce qui deviendrait l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, et Gondwana au sud, comprenant les actuels continents d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Antarctique, d'Australie et de l'Inde. Cette séparation progressive a non seulement modifié la topographie de la planète, mais aussi son climat, ses écosystèmes, et donc les pressions évolutives auxquelles les dinosaures et autres espèces ont dû s'adapter. Par exemple, l'ouverture des océans et la création de nouvelles mers intérieures ont favorisé des niches écologiques variées, tandis que les forces tectoniques ont engendré des phénomènes volcaniques, des chaînes de montagnes et des changements environnementaux majeurs. Au Crétacé, période qui s'étend de 145 à 66 millions d'années avant notre ère, la séparation des continents était bien avancée, mais pas complète. Plusieurs terres restaient connectées, permettant encore certains échanges biologiques, mais la tendance générale était à l'isolement progressif. Ce morcellement des masses continentales a conduit à ce que les populations animales évoluent de manière indépendante, adaptant leurs caractéristiques aux environnements locaux. Ainsi,
les dinosaures d'Amérique du Nord n'étaient plus exactement les mêmes que ceux d'Afrique ou d'Asie. Par ailleurs, les variations climatiques au cours du Mésozoïque ont joué un rôle crucial. Des périodes plus chaudes et humides ont permis l'essor de vastes forêts, tandis que des phases plus sèches et arides ont favorisé des adaptations différentes. L'élévation du niveau des mers pendant le Crétacé a aussi fragmenté certains habitats, isolant davantage les populations de dinosaures selon la configuration géographique. Cette mosaïque géographique et climatique explique en partie comment ont pu émerger des dinosaures de taille, forme et mode de vie très distincts selon les continents. Par exemple, des régions du Gondwana ont vu apparaître certains des plus grands prédateurs terrestres, tandis que d'autres zones, comme en Europe, favorisaient des formes plus petites et parfois des niches écologiques très spécialisées. Afin de bien visualiser, imaginez la Terre du Mésozoïque non pas comme un globe figé, mais comme un organisme vivant en perpétuel mouvement, où sol, mer et climat s'influencent mutuellement. Les continents dérivent, se rapprochent, se séparent, créant à chaque étape de nouvelles opportunités ou contraintes pour la faune qui les habite. Ce contexte dynamique est primordial pour décrypter la répartition et la diversité des dinosaures, notamment ceux que l'on qualifie souvent de plus dangereux. En résumé, le bref rappel de la chronologie mésozoïque et de la dérive des continents nous enseigne que la planète d'autrefois était un monde en constante restructuration, où les dinosaures n'ont cessé de s'adapter à leur territoire changeant. Cette évolution impressionnante explique pourquoi certains continents ont vu naître ou accueillir des prédateurs titanesques distincts et pourquoi la notion de dangerosité varie selon les époques et les latitudes. Dans la section suivante, nous approfondirons les critères qui définissent la dangerosité d'un dinosaure, afin d'encadrer scientifiquement cette notion souvent mal comprise. Ainsi, nous pourrons mieux apprécier les enjeux paléontologiques qui font l'objet du mystère que nous investiguons. Comprendre ce qui définit un dinosaure comme étant dangereux demande une plongée minutieuse dans les caractéristiques biologiques, comportementales et évolutives qui rendaient ces créatures aussi redoutables. Le terme dangereux évoque souvent dans notre imagination un prédateur terrifiant, capable d'infliger des blessures mortelles ou de dominer son environnement par sa puissance physique. Mais la dangerosité est un concept plus complexe, multifacette, qui ne se limite pas uniquement à la taille ou à la puissance brute. Dans cette section, nous explorerons les critères majeurs qui permettent d'identifier un dinosaure comme un prédateur particulièrement efficace et redoutable, en abordant successivement la taille, l'armement dentaire, la force musculaire, les modes de vie, ainsi que les innovations comportementales et anatomiques qui ont marqué leur évolution. Commençons par la taille, critère souvent le plus visible et le plus impressionnant. Un grand dinosaure carnivore possède évidemment un avantage énorme en matière de force brute et d'intimidation. Des monstres comme le Tyrannosaurus rex, qui mesurait jusqu'à 12 mètres de long et pesait plusieurs tonnes, symbolisent cette idée du prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. La taille ouvre aussi des possibilités. Attraper des proies plus grandes, dominer un territoire étendu, imposer sa présence face à la concurrence. Néanmoins, la taille seule n'est pas toujours synonyme de dangerosité maximale. Certains prédateurs plus petits étaient extrêmement efficaces grâce à leur rapidité, leur agilité et leur stratégie de chasse sophistiquée, ce qui nous amène à la suite des critères. L'armement dentaire est un autre indicateur clé. Les dents des dinosaures carnivores étaient adaptées à leur régime alimentaire, variant en forme et en fonction. Dents longues, acérées, crochues pour transpercer la chair, ou encore dents larges et robustes pour broyer les os. Cette diversité reflète des modes de prédation distincts. Par exemple,
le Tyrannosaurus rex possédait des dents massives, en forme de cône, capables de transmettre une pression énorme, ce qui lui permettait de fracturer les os de ses proies. En revanche, d'autres comme les Dromaeosauridés, dont fait partie le célèbre Vélociraptor, possédaient des dents plus fines et des griffes redoutables, privilégiant les attaques rapides et précises. La force musculaire, et notamment la puissance masticatoire, est souvent liée à la taille, mais cela va au-delà. Des études récentes ont montré que certains dinosaures avaient des muscles de la mâchoire extrêmement développés, capables d'exercer une force colossale en un instant, favorisant ainsi la chasse et la prédation. Ce facteur est étroitement lié à la capacité à immobiliser rapidement une proie et à infliger des blessures fatalement efficaces. Dans ce domaine, le Spinosaurus, avec ses muscles puissants et son crâne particulier, pose un cas intéressant, mélangeant certaines caractéristiques d'un prédateur terrestre et semi-aquatique. Le mode de vie, notamment comportemental, est un critère souvent pauvrement appréhendé, car difficile à reconstituer. Cependant, les indices fossiles et les analogies avec les prédateurs modernes suggèrent que certains dinosaures chassaient en meute, tandis que d'autres pratiquaient la chasse solitaire. La capacité à coopérer pour traquer et abattre une proie augmente la dangerosité collective, même si l'individu en soi n'est pas forcément le plus fort. À ce sujet, les meutes de Dromaeosauridés, supposées avoir opéré en groupe, montrent que la stratégie peut égaler ou surpasser la force brute dans l'efficacité de la prédation. Les innovations prédatrices, qu'elles soient anatomiques ou comportementales, jouent également un rôle déterminant. Nous parlons ici de tout ce qui a permis aux dinosaures d'acquérir un avantage évolutif. Par exemple, certaines adaptations comme les griffes en faucille des raptors, la vision binoculaire améliorée pour jauger les distances, les sens aiguisés ou même la capacité potentielle à émettre des sons pour communiquer ou effrayer, impactent directement la réussite dans la chasse. De plus, certains dinosaures ont développé des tactiques qui leur ont permis d'exploiter des niches écologiques spécifiques, comme la prédation semi-aquatique chez le Spinosaurus ou la chasse rapide chez des théropodes plus légers. Enfin, il ne faut pas négliger la notion de dangerosité relative à l'interaction avec d'autres espèces. La puissance d'un dinosaure ne se mesure pas qu'à son physique, mais aussi à sa capacité à s'adapter à son environnement, aux proies disponibles et aux concurrents présents. Un dinosaure redoutable dans un écosystème riche peut se révéler moins dangereux dans un autre milieu plus contraint ou avec des proies différentes. Ainsi, la notion de dangerosité est très contextuelle, dépendant de la structure même des chaînes alimentaires et des milieux de vie. En résumé, qu'est-ce qu'un dinosaure dangereux? N'a pas de réponse univoque, mais nécessite de considérer plusieurs facteurs complémentaires. La taille imposante qui inspire la crainte, l'armement dentaire et musculaire garantissant une prédation efficace, le mode de vie social ou solitaire influençant la capacité à attaquer, et enfin, les innovations évolutives qui ont permis à ces prédateurs de se perfectionner dans la conquête de leur milieu. Ces critères serviront de base pour comparer les grands carnivores des différents continents et mieux comprendre pourquoi certains d'entre eux ont acquis une réputation légendaire. Dans les prochaines parties, nous appliquerons ces critères à l'étude des écosystèmes de la Pangée, puis des continents issus de son éclatement, afin de comprendre les alliances complexes entre milieux géographiques et caractéristiques des dinosaures qui y vivaient. Pour saisir pleinement la diversité et la dangerosité des dinosaures à travers les continents, il est indispensable de comprendre d'abord l'écosystème fondamental qui a prévalu durant les premières phases de leur existence, celui de la Pangée, puis la fragmentation progressive en deux supercontinents, le Gondwana au sud
et la Laurasie, au nord. Ces vastes ensembles terrestres ont été les théâtres où l'histoire évolutive des dinosaures s'est écrite, sous l'influence de conditions géographiques, climatiques et écologiques particulières qui ont marqué les trajectoires évolutives de ces animaux. La Pangée, ce supercontinent immense qui réunissait presque toutes les terres émergées durant le Permien tardif et une grande partie du Mésozoïque, représentait un monde à la fois uniforme et paradoxalement diversifié. Sa masse compacte, s'étendant du pôle Nord au pôle Sud, avait un impact direct sur les climats et les écosystèmes. L'intérieur du continent était caractérisé par des conditions souvent sèches et extrêmes, ponctuées de vastes déserts et de zones semi-arides, tandis que les régions côtières bénéficiaient davantage de variations climatiques avec des conditions plus humides, favorisant le développement de forêts et de zones humides. Cet immense territoire offrait aux premiers dinosaures une plateforme unique pour prospérer. Les populations qui se développaient dans ces différentes zones étaient soumises à des pressions sélectives variées, favorisant l'émergence d'adaptations distinctes au sein d'un groupe globalement homogène. Ces conditions expliquent pourquoi, même à l'époque pangéenne, on pouvait observer des prototypes de carnivores et d'herbivores très diversifiés, préparant le terrain pour la formidable radiation des dinosaures au cours du Jurassique et du Crétacé. Au fur et à mesure que la Pangée se fissurait, il y a environ 200 millions d'années, la configuration géographique a profondément changé avec la formation de deux grands supercontinents dérivés. La Laurasie au nord, regroupant l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, et le Gondwana au sud, comprenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Inde et l'Australie. Cette séparation a créé un isolement progressif des populations animales qui, à mesure que les barrières géographiques s'établissaient, ont commencé à évoluer indépendamment, donnant naissance à des lignées uniques sur chaque supercontinent. Le Gondwana présentait un environnement plus tropical, avec une influence climatique qui variait selon les latitudes, mais restait majoritairement chaude et humide, propice à l'établissement de vastes forêts et d'écosystèmes aquatiques. Cette richesse écologique a favorisé l'émergence de dinosaures particulièrement impressionnants, tels que les gigantesques théropodes carnivores. Ces conditions singulières expliquent en partie la présence de prédateurs uniques, issus de cette région, adaptés à des niches écologiques très spécifiques. La Laurasie, un peu plus au nord, combinait quant à elle des climats plus variés selon les zones, allant de régions tempérées à d'autres plus tropicales. La diversité des milieux favorisa une faune diversifiée, souvent plus fragmentée que celle du Gondwana, mais non moins spectaculaire. Sur ces terres, les dinosaures développèrent des adaptations spécifiques pour exploiter des niches écologiques variées, parfois avec une prédominance de carnivores à taille intermédiaire et une complexité comportementale plus marquée. Ainsi, le passage de la Pangée au découpage progressif en Gondwana et l'Eurasie a été un processus fondamental pour la structuration de la biodiversité mésozoïque. Il créa à la fois des barrières à la dispersion des espèces et des opportunités nouvelles, poussant les dinosaures à diversifier leurs stratégies de survie, leur mode de chasse et leur adaptation morphologique. Pour bien comprendre pourquoi certains continents sont aujourd'hui associés à des dinosaures plus dangereux, il faut donc intégrer cette dynamique historique. Les chaînes d'isolement et de radiation ont produit des lignées aux traits distinctifs, parfois très impressionnants par leur taille, leur puissance ou leurs innovations évolutives. Ces critères, couplés aux conditions environnementales propres à chaque région, expliquent la richesse et la variété des dinosaures carnivores que les paléontologues ont découverts, permettant d'établir des portraits différenciés selon les continents issus du démantèlement de la Pangée. Notre exploration continue désormais avec l'analyse comparée de ces prédateurs du Crétacé, issus de ces différents héritages géologiques et écologiques.
Nous pourrons ainsi mieux comprendre la raison pour laquelle certains dinosaures sont considérés comme les plus dangereux de leur époque, et pourquoi ils sont liés à des régions bien spécifiques. Le Crétacé, dernière période de l'ère mésozoïque, s'étendant d'environ 145 à 66 millions d'années avant notre ère, représente une époque particulièrement riche et diversifiée pour les dinosaures, surtout les prédateurs. À ce moment crucial de l'évolution, les continents étaient déjà largement séparés, formant des écosystèmes distincts qui allaient influencer la morphologie, le comportement et la dangerosité des grands carnivores. Dans cette section, nous allons parcourir rapidement la diversité des prédateurs du Crétacé en les comparant selon leur continent d'origine, en esquissant les grands traits qui les distinguent et en mettant en lumière les particularités qui expliquent pourquoi certains sont restés célèbres dans nos imaginaires. En Amérique du Nord, la faune prédatrice du Crétacé tardif est dominée par des théropodes géants appartenant à la famille des Tyrannosauridés. Le plus emblématique d'entre eux, le Tyrannosaurus rex, symbolise la force brutale et l'efficacité d'un superprédateur solitaire, ou possiblement opportuniste. Ces dinosaures possédaient une mâchoire puissante, des dents épaisses et crénelées, conçues pour déchirer la chair et broyer les os, ainsi qu'une silhouette massive, pouvant atteindre plus de 12 mètres de long. À côté, des carnivores plus légers comme le Dakotaraptor témoignent d'une agilité et d'une vitesse accrues, capables de chasser des proies plus rapides, ou peut-être de coopérer en groupe. Sur le continent sud-américain, héritier du Gondwana, la diversité des grands prédateurs est tout aussi impressionnante, mais avec des groupes très différents. Les théropodes Carcharodontosauridae y règnent en maître, avec des géants tels que le Giganotosaurus, rival du T-Rex en taille, et doté d'une mâchoire à la forme plus allongée, adaptée à une morsure puissante et pénétrante. À cela s'ajoutent des espèces comme le Carnotaurus, célèbre pour ses cornes frontales et sa morphologie exceptionnellement adaptée à la course rapide. Cette biodiversité sud-américaine illustre une stratégie évolutive distincte, où la vitesse et des traits morphologiques singuliers cohabitent avec la puissance brute. L'Afrique, encore partie intégrante du Gondwana, propose également un éventail de prédateurs fascinants, parmi lesquels le Spinosaurus se distingue nettement. Ce dinosaure semi-aquatique, doté d'une voile dorsale unique et d'un crâne ressemblant à celui d'un crocodile, est adapté à la chasse dans et autour des cours d'eau, ciblant poissons et proies aquatiques. On trouve aussi le Carcharodontosaurus, cousin proche du Giganotosaurus, et le plus discret Rugops, illustrant la diversité fonctionnelle des carnivores africains. L'originalité de ces formes souligne l'adaptation des prédateurs aux conditions locales, mêlant milieux terrestres et aquatiques. En Europe, souvent perçus comme un archipel fracturé pendant le Crétacé, les dinosaures carnivores se distinguent par leur taille généralement plus modeste et une diversité accrue de niches écologiques. Des espèces comme le Baryonyx, mélangeant des caractéristiques de Spinosauridés et une préférence pour la chasse piscivore, ou le Neovenator, un théropode robuste mais plus petit, témoignent de pressions écologiques différentes, avec une compétition plus intense et une diversité d'habitats plus complexe. Le continent asiatique, parfois considéré comme une sorte de carrefour évolutif mêlant des influences laurasiennes et uniques, a vu l'émergence de prédateurs marquants tels que le Vélociraptor, célèbre pour sa petite taille, mais sa rapidité et son intelligence supposée, ou le Tarbosaurus, cousin proche du T-Rex, mais plus élancé. Par ailleurs, des dinosaures au mode de vie et à la morphologie atypique, comme le Therizinosaurus, ajoutent à la complexité de la faune asiatique, montrant que la diversité évolutive ne se limite pas aux plus grands ou aux plus féroces carnivores. Enfin, les régions moins connues comme l'Océanie ou l'Antarctique ont livré des fossiles plus sporadiques,
mais suffisamment pour témoigner de la présence de prédateurs carnivores, quoique souvent moins grands ou moins documentés. Conséquence d'habitats plus restreints et d'une exploration scientifique plus récente. Cette rapide comparaison révèle que la diversité des prédateurs du Crétacé est étroitement liée à la dynamique des continents et aux conditions écologiques propres à chaque région. Certains continents ont produit des superprédateurs imposants et puissants. D'autres ont vu évoluer des formes plus spécialisées, parfois plus petites, mais non moins impressionnantes par leur stratégie et adaptation. Cette complexité est la clé pour comprendre, au-delà des stéréotypes, pourquoi certains dinosaures sont réputés plus dangereux et ce que cela signifie dans le contexte de leur environnement et de leur évolution. Dans notre prochaine étape, nous approfondirons cette exploration en nous concentrant spécifiquement sur les géants carnivores d'Amérique du Nord, analysant leur morphologie, leur comportement prédateur et leur place dans l'écosystème du Crétacé. L'Amérique du Nord, et plus précisément la région qui correspond aujourd'hui aux États-Unis et au Canada, est sans doute l'un des endroits les plus emblématiques au monde lorsqu'on parle des dinosaures carnivores du Crétacé, et plus particulièrement des superprédateurs. Les fossiles découverts dans le célèbre Hell Creek Formation, dans le Dakota du Nord, le Montana ou l'Alberta, témoignent d'une biodiversité riche où dominaient certains des dinosaures les plus impressionnants, redoutés et étudiés: le Tyrannosaurus rex, le Dakotaraptor et l'Albertosaurus. Ces géants constituent une vitrine incroyable pour comprendre la puissance et la diversité des chasseurs de cette époque. Commençons par le plus célèbre d'entre eux, le Tyrannosaurus rex, souvent abrégé en T-Rex. Ce dinosaure est sans doute le plus mythique des théropodes carnivores et incarne, dans l'imaginaire collectif, le superprédateur ultime. Vivant il y a environ 68 à 66 millions d'années, à la toute fin du Crétacé, le T-Rex pouvait atteindre jusqu'à 12 mètres de long, peser parfois plus de 8 tonnes et se dresser sur des pattes incroyablement robustes. Ce n'était pas seulement sa taille impressionnante qui faisait sa dangerosité, mais aussi sa mâchoire. Une force de morsure parmi les plus puissantes jamais estimées pour un animal terrestre, avec des dents massives, épaisses, parfaitement adaptées pour broyer les os et déchirer la chair de ses victimes. Doté d'une vision stéréoscopique et sans doute d'une intelligence relative adaptée à la chasse, le T-Rex était à la fois un chasseur actif et peut-être un charognard opportuniste, témoignant d'une grande capacité d'adaptation à son environnement. À côté du T-Rex, les dernières décennies ont révélé l'existence de raptors tout aussi fascinants, minuscules à l'échelle, mais redoutablement efficaces, dont le Dakotaraptor est un exemple notable. Cette espèce, contemporaine du T-Rex, mesurait environ 5 mètres de long et appartenait à la famille des Dromaeosauridae. Ces prédateurs étaient équipés de griffes en forme de faucilles, extrêmement acérées et recourbées, utilisées probablement pour achever leur proie avec précision. Leur morphologie fine et légère indique qu'ils étaient rapides et agiles, des chasseurs probablement très mobiles, capables d'attaques coordonnées. Il est même envisagé que les Dakotaraptors chassaient en groupe, constituant ainsi un véritable danger pour les herbivores de taille moyenne, voire pour des jeunes de plus grandes espèces. Enfin, l'Albertosaurus complète ce tableau d'une Amérique du Nord grouillante de prédateurs. Cousin plus petit du T-Rex, l'Albertosaurus vivait un peu plus tôt, il y a environ 70 à 74 millions d'années, dans la formation géologique de l'Alberta au Canada. Mesurant environ 9 mètres de long, il partageait plusieurs traits morphologiques avec son cousin plus célèbre, mais avec une silhouette un peu plus élancée, suggérant une plus grande vitesse de déplacement.
Son existence illustre la présence d'une diversité importante de grands carnivores, parfois en compétition directe, qui ont su coexister grâce à des niches écologiques différentes, des stratégies de chasse variées et des préférences de proie distinctes. Chacun de ces géants, qu'il s'agisse du puissant T-Rex, du rapide et intelligent Dakotaraptor ou de l'élancé Albertosaurus, occupe une place essentielle au sommet de la chaîne alimentaire nord-américaine du Crétacé. Leur coexistence et leur évolution peignent un paysage dynamique où la compétition, la spécialisation et les pressions évolutives ont façonné des prédateurs redoutables, adaptables et divers. Ils symbolisent par excellence l'idée du dinosaure dangereux en Amérique du Nord. Et leurs fossiles continuent chaque année de livrer de nouveaux indices sur leur mode de vie. Dans les prochaines sections, nous approfondirons la question de leur comportement, notamment leur mode de chasse. S'agissait-il de solitaires, agissant par opportunisme, ou de groupes organisés capables de stratégies complexes? Cette exploration nous permettra de mieux comprendre la réalité derrière la légende de ces géants carnivores et de saisir les subtilités de leurs interactions écologiques. Pour imaginer et comprendre la manière dont les grands prédateurs d'Amérique du Nord chassaient leurs proies, une question essentielle se pose. Ces redoutables carnivores étaient-ils des chasseurs solitaires, agissant de manière opportuniste et isolée, ou bien organisaient-ils des attaques en meute, adoptant une stratégie collective pour abattre des proies souvent massives et résistantes? Cette interrogation, qui passionne les paléontologues depuis de nombreuses années, soulève un débat complexe mêlant indices fossiles, reconstitution comportementale et comparaison avec les animaux actuels. Commençons par le Tyrannosaurus rex, le superprédateur emblématique d'Amérique du Nord. Pendant longtemps, on a cru que ce géant massif chassait essentiellement en solitaire, en raison de sa taille impressionnante, de ses énormes mâchoires capables de broyer les os et de ses bras relativement courts et peu agiles. En effet, le T-Rex, pesant plusieurs tonnes, ne semble pas optimisé pour la chasse rapide et coordonnée. Son mode d'attaque était probablement basé sur la force brute et la puissance de sa mâchoire. D'ailleurs, certains spécialistes ont même suggéré qu'il agissait davantage en charognard, profitant des carcasses abandonnées. Cependant, des découvertes récentes viennent nuancer cette vision. Plusieurs fossiles regroupés, comprenant des individus de taille variée trouvés dans des localités précises, pourraient indiquer une forme de vie sociale, ou au moins une tolérance spatio-temporelle entre individus. Si cela ne prouve pas à proprement parler une chasse en meute organisée, cela laisse penser à des interactions plus complexes que la simple solitude. À côté du T-Rex, le Dakotaraptor, beaucoup plus petit mais redoutable, offre un autre paradigme. Ce dinosaure, appartenant à la famille des Dromaeosauridae, était équipé de griffes acérées, rapides et probablement très agiles. Plusieurs indices anatomiques laissent penser que ces prédateurs pouvaient chasser en groupe. Le fait que certains fossiles soient assemblés dans des lits sédimentaires similaires suggère que ces raptors ont pu coopérer pour attaquer des proies plus volumineuses. Cette hypothèse est appuyée par des comparaisons avec certains prédateurs modernes, comme les loups ou les lions, qui tirent parti de la chasse collective pour subjuguer des proies bien plus grosses que chacun individuellement. D'autres carnivores nord-américains, tels que l'Albertosaurus, offrent une autre piste d'analyse. Des sites paléontologiques ont révélé plusieurs squelettes de ces animaux regroupés, ce qui étaye la possibilité d'une vie sociale temporaire, peut-être pendant la période de chasse ou d'élevage des jeunes. Contrairement au T-Rex, dont la tête massive suggérait un mode d'attaque basé sur la puissance isolée, l'Albertosaurus, plus léger, aurait pu bénéficier de la coopération entre individus pour exploiter différentes proies
avec une plus grande efficacité. Il est également important d'aborder ce débat en tenant compte des limites inhérentes à l'étude des comportements dans le registre fossile. Les preuves directes de chasse collective sont rares, car les comportements ne se fossilisent pas. Les paléontologues s'appuient donc sur des indices indirects, regroupement de fossiles, traces de blessures similaires, anatomie des prédateurs et analogie avec les comportements de leurs émules modernes, oiseaux et crocodiliens. Par exemple, certains oiseaux prédateurs, cousins éloignés des dinosaures, chassent en groupe, tandis que d'autres sont plutôt solitaires. Cette diversité suggère que chez les dinosaures carnivores, la stratégie de chasse pouvait varier selon l'espèce, le contexte environnemental, ou même la taille et l'âge des individus. Enfin, il est possible que certains grands prédateurs nord-américains aient adopté un mode semi-social. Ils auraient coexisté dans un même territoire et temporairement collaboré lors d'occasions favorables, sans former de véritables meutes organisées comme celle des mammifères modernes. Cette hypothèse mènerait à une approche plus nuancée, où la dangerosité de ces prédateurs prendrait aussi en compte leur faculté d'adaptation et leur plasticité comportementale. Ainsi, sur la base des découvertes et des études actuelles, une réponse simple n'est pas possible. Il semble que l'Amérique du Nord ait hébergé des prédateurs adoptant des modes de chasse variés, des solitaires puissants comme le T-Rex, aux prédateurs plus petits et agiles, capables d'une chasse collective, comme certains dromaéosauridés. Cette richesse de stratégie est sûrement l'un des facteurs expliquant l'efficience remarquable de ces carnivores dans les écosystèmes du Crétacé. Dans la suite de notre voyage, nous tournerons notre regard vers l'Amérique du Sud, où d'autres géants carnivores ont évolué dans un contexte différent, offrant à nouveau un panorama fascinant des modes et stratégies de prédation à travers les continents. L'Amérique du Sud représente une région fascinante pour l'étude des dinosaures carnivores, notamment durant le Crétacé, où elle a vu émerger certains des plus grands prédateurs terrestres jamais découverts. Dans ce continent, qui faisait partie du Gondwana, les paléontologues ont mis au jour des géants, comme le Giganotosaurus, le Carnotaurus et le Mapusaurus, des dinosaures aux caractéristiques uniques qui témoignent d'une évolution parallèle et différente de celle des grands carnivores nord-américains. Commençons par le Giganotosaurus carolini, un monstre colossal qui rivalise en taille avec le Tyrannosaurus rex, voire le dépasse légèrement. Découvert dans la formation de la Patagonie en Argentine, cet immense théropode atteignait environ 12 à 13 mètres de long, avec une masse estimée entre 8 et 10 tonnes. À la différence du T-Rex, le Giganotosaurus avait un crâne plus allongé et une mâchoire équipée de dents plus fines, conçues pour découper et trancher plutôt que pour broyer. Cette morphologie suggère une technique de chasse différente, probablement axée sur une morsure capable de lacérer la chair rapidement, ce qui lui permettait de s'attaquer à de très grandes proies herbivores, comme les titanosaures, ces énormes sauropodes au cou long qui parcouraient les plaines sud-américaines. Un autre prédateur emblématique est le Carnotaurus sastrei, un théropode plus petit que le Giganotosaurus, mais très singulier par son apparence et son mode de vie. Ce dinosaure, dont le nom signifie « taureau carnivore », est célèbre pour ses petites cornes proéminentes au-dessus des yeux, une rareté chez les dinosaures carnivores. Avec un corps élancé et des membres avant extrêmement réduits, il mesure environ 7 à 9 mètres de long. Ces adaptations font penser à un chasseur rapide, privilégiant la vitesse et l'agilité pour surprendre ses proies. De plus, sa tête courte et robuste, avec des dents fines, indique qu'il pouvait infliger des morsures rapides mais puissantes, sans forcément chercher à broyer, mais plutôt à blesser profondément. Le Carnotaurus est aussi associé à des milieux plus arides,
témoignant d'une diversité écologique remarquable en Amérique du Sud. Enfin, le Mapusaurus roseae, également découvert en Patagonie, est réputé pour être un des rares exemples de théropodes pouvant avoir chassé en meute, un trait hypothétique fascinant qui alimente le débat scientifique. Comparable en taille au Giganotosaurus, atteignant près de 12 mètres de long, le Mapusaurus possédait une mâchoire puissante et des dents larges, adaptées à déchirer la chair. Les fossiles découverts dans un même site regroupent plusieurs individus, suggérant que ces prédateurs pouvaient parcourir ensemble de vastes territoires pour attaquer de grandes proies, voire de jeunes sauropodes, nécessitant une coopération pour être abattus. Ce comportement social, s'il est confirmé, serait un important exemple d'innovation dans les modes de chasse des dinosaures carnivores. Ces trois carnivores, Giganotosaurus, Carnotaurus et Mapusaurus, illustrent à merveille la richesse évolutive qui a prospéré en Amérique du Sud durant le Crétacé. Ils montrent une diversité de tailles, d'armements et de modes de vie, adaptés à des niches écologiques variées, allant des vastes plaines ouvertes aux zones plus arides ou forestières. La coexistence de géants capables de s'attaquer à d'énormes herbivores, combinée à la présence probable de comportements sociaux chez certains, met en lumière un écosystème complexe et compétitif. Ce contexte sud-américain enrichit notre compréhension globale des dinosaures dangereux, soulignant que l'évolution dans ce continent a produit des prédateurs aussi impressionnants, sinon plus que ceux d'Amérique du Nord, mais souvent différents dans leur stratégie et leur morphologie. Dans notre prochaine partie, nous approfondirons ces particularités en étudiant l'étrangeté du système sud-américain, notamment en examinant les relations entre prédateurs et herbivores uniques à ce continent. L'Amérique du Sud, durant le Crétacé, se distingue non seulement par la présence de certains des plus grands carnivores terrestres de tous les temps, mais également par la singularité remarquable de sa faune, où coexistaient des prédateurs et des herbivores aux caractéristiques tout à fait uniques. Cette étrangeté sud-américaine s'explique en grande partie par l'histoire géologique du continent, longtemps isolé en raison de la progression de la dérive des continents, ainsi que par des conditions écologiques et climatiques spécifiques qui ont favorisé des adaptations évolutives singulières. Plongeons dans cet univers fascinant où évoluaient des animaux dont les traits et comportements défient parfois nos modèles traditionnels. Prenons d'abord le cas des prédateurs. Si nous avons déjà évoqué des géants comme le Giganotosaurus, le Carnotaurus et le Mapusaurus, ce qui rend le panorama sud-américain particulièrement intrigant, c'est la diversité des stratégies de chasse et des morphologies que ces carnivores affichaient, qui contrastent parfois fortement avec celles des grands carnivores d'Amérique du Nord ou d'Afrique. Par exemple, le Carnotaurus, avec ses cornes frontales et ses bras réduits à l'extrême, semble combiner des traits surprenants qui pourraient induire des modes de prédation atypiques, peut-être basés davantage sur la vitesse d'attaque et la surprise que sur la puissance brute. Cette étrange combinaison rappelle aujourd'hui peu d'animaux terrestres, ce qui en fait un cas unique dans l'histoire paléontologique. Mais ce ne sont pas seulement les caractéristiques physiques qui rendent l'Amérique du Sud si particulière. Les relations entre prédateurs et herbivores y sont tout aussi singulières. Les herbivores sud-américains du Crétacé comprennent des groupes propres à cette région, notamment les titanosaures, des sauropodes géants au format spectaculaire, mesurant parfois plus de 20 mètres de long et pesant plusieurs dizaines de tonnes. Ces mastodontes n'étaient pas de simples proies passives. Leurs dimensions imposantes représentaient un véritable défi pour les carnivores, nécessitant l'évolution de stratégies de chasse très efficaces. L'interaction entre ces géants herbivores et leurs prédateurs
a sans doute favorisé une course évolutive intense, engendrant la croissance massive des uns et des autres, ainsi que des tactiques sophistiquées chez les chasseurs. À cela s'ajoutent des herbivores endémiques, comme les ornithopodes, qui adoptèrent des adaptations propres à leur milieu, contribuant à un écosystème complexe avec une diversité élevée, tant en termes d'espèces que de niches occupées. Ces groupes, plus petits que les sauropodes, jouaient un rôle écologique significatif, servant de proie pour les carnivores de taille variée, allant des raptors aux géants précédemment mentionnés. Un autre aspect fascinant est l'adaptation environnementale de certains des dinosaures sud-américains, liés à des milieux variés allant des plaines semi-arides aux zones forestières denses. Le climat et la végétation singuliers de ces régions ont modelé des écosystèmes avec des chaînes alimentaires complexes, où certains carnivores ont pu développer des comportements et des morphologies visant à exploiter des niches précises. Cette diversification a contribué à l'impressionnante variété de tailles, formes et stratégies que l'on observe chez ces dinosaures. Enfin, l'isolement prolongé de l'Amérique du Sud, exacerbé par la séparation progressive du Gondwana, a limité les échanges fauniques avec d'autres continents. Cette situation a amplifié les processus d'endémisme, où les lignées évoluaient indépendamment, favorisant l'émergence d'espèces et de sous-groupes très spécifiques, parfois sans équivalent ailleurs sur la planète. Cette singularité géographique et biologique confère au continent sud-américain une place à part dans l'étude des dinosaures, soulignant que l'image classique du superprédateur robuste et massif ne couvre qu'une partie de la réalité. Ainsi, l'étrangeté sud-américaine s'incarne dans cette mosaïque intrigante. Des prédateurs aux allures atypiques, des proies gigantesques et diversifiées, un écosystème fragmenté et complexe, et un contexte géographique unique. Cette réalité invite les paléontologues à reconsidérer certaines idées préconçues sur les modes de vie et la dangerosité des dinosaures, en mettant l'accent sur la richesse des interactions écologiques, les adaptations spécifiques et la créativité de l'évolution face à des environnements particuliers. Dans la section suivante, nous orienterons notre attention vers un autre berceau de dinosaures dangereux, l'Afrique, pour découvrir les géants du Gondwana et approfondir les comparaisons entre les continents. L'Afrique, autrefois partie intégrante du supercontinent Gondwana, est une région riche en découvertes paléontologiques fascinantes, notamment en ce qui concerne les dinosaures carnivores du Crétacé. Le continent africain a abrité certains des plus impressionnants prédateurs terrestres, dont le Spinosaurus, le Carcharodontosaurus et le Rugops. Ces géants, par leur morphologie, leur mode de vie et leurs adaptations uniques, soulignent la particularité des écosystèmes africains à cette époque et contribuent à la diversité des dinosaures dangereux connus aujourd'hui. Commençons par le Spinosaurus aegyptiacus, l'un des plus extraordinaires et mystérieux représentants des théropodes. Découvert au début du XXe siècle en Égypte, mais dont des fossiles plus complets ont été retrouvés plus récemment au Maroc, le Spinosaurus est souvent considéré comme le plus grand dinosaure carnivore jamais identifié, avec une taille estimée pouvant excéder 15 mètres et un poids possiblement supérieur à celui du Tyrannosaurus rex. Ce qui distingue le Spinosaurus, c'est son adaptation semi-aquatique remarquable, son long museau étroit, semblable à celui d'un crocodile, ses dents coniques non dentelées, adaptées à la capture de poissons, et sa nageoire dorsale caractéristique, constituée d'épines allongées, supportant une voile osseuse. Ces particularités suggèrent un mode de vie unique parmi les grands prédateurs, mêlant chasse aux poissons dans les rivières et lacs du Crétacé et attaque potentielle d'autres proies terrestres. À côté de ce titan aquatique évoluait le Carcharodontosaurus saharicus,
un autre géant redoutable du Gondwana. Ce prédateur massif, qui a vécu il y a environ 100 millions d'années, mesurait près de 13 mètres de long. Son nom, qui signifie « lézard aux dents de requin », évoque la forme et l'efficacité de ses dents, larges et finement dentelées, semblables à celles des grands requins modernes, idéales pour trancher la chair et infliger des morsures mortelles. Le crâne du Carcharodontosaurus était puissant et robuste, témoignant d'une capacité à chasser de grandes proies, vraisemblablement les grands sauropodes de l'Afrique du Crétacé. Malgré une silhouette impressionnante, il conserve une certaine agilité, grâce à une musculature bien développée et une posture adaptée à la chasse active. Enfin, le Rugops primus, bien que moins connu et de taille plus modeste, constitue un élément important pour comprendre la diversité des prédateurs africains. Mesurant environ 6 à 7 mètres, ce théropode rappelle par sa morphologie les premiers Carcharodontosauridae, mais avec une tête relativement courte et recouverte de bosses osseuses qui pourraient avoir servi à des fonctions sociales, comme la reconnaissance entre individus ou l'intimidation. Sa présence illustre un spectre varié de niches écologiques, avec des carnivores intermédiaires qui complétaient l'écosystème et étaient sans doute spécialisés dans des types de proies différents ou dans des rôles moins dominants dans la chaîne alimentaire. La coexistence de ces trois prédateurs, chacun distinct par ses adaptations, témoigne d'un écosystème riche et complexe, où une multitude d'espèces carnivores occupaient différentes spécialisations. Le Spinosaurus exploite notamment des environnements semi-aquatiques, distincts de ceux du Carcharodontosaurus, plus terrestres, tandis que le Rugops pouvait avoir un mode de vie plus discret ou opportuniste. Ces différents modes de vie reflètent une répartition écologique raffinée, minimisant la compétition directe et maximisant la diversité des niches dans l'environnement africain du Crétacé. Ainsi, ces géants du Gondwana africain ne se contentaient pas d'imposer leur présence par leur taille et leur force, mais incarnaient aussi l'adaptation remarquable à un contexte géographique et écologique spécifique. Cette richesse d'espèces très différentes parmi les prédateurs souligne que l'Afrique fut un véritable laboratoire de l'évolution, mettant en scène des animaux à la fois impressionnants par leur puissance et fascinants par leur singularité. En continuant notre voyage, nous aborderons la question incontournable du Spinosaurus. Dans quelle mesure était-il réellement plus dangereux que le fameux Tyrannosaurus rex? Cette comparaison ouvrira un débat scientifique passionnant sur la notion même de dangerosité chez les dinosaures. Le Spinosaurus et le Tyrannosaurus rex, deux noms qui résonnent avec puissance dans l'histoire naturelle, ont longtemps fait l'objet de comparaisons passionnées, notamment sur la question de leur dangerosité respective. Cette discussion ne se limite pas à une simple opposition entre deux prédateurs. Elle soulève des problématiques complexes touchant à leur morphologie, leur comportement, leur écologie et plus largement à la manière de définir ce que signifie être dangereux dans le royaume des dinosaures. Le Spinosaurus aegyptiacus, découvert au début du XXe siècle et mieux connu depuis des découvertes plus récentes au Maroc, est souvent présenté comme le plus grand dinosaure carnivore ayant jamais existé, dépassant même le T-Rex en taille. Avec ses plus de 15 mètres de long et son mode de vie partiellement aquatique, il challengeait l'idée même du prédateur terrestre classique. Ses adaptations, telles que son long museau allongé, ses dents coniques adaptées à la pêche et sa voile dorsale impressionnante, en font un animal unique, certainement redoutable dans ces milieux, mais difficilement comparable au tyrannosaure, maître incontesté des grandes plaines terrestres. Le T-Rex, bien que légèrement plus petit, demeure la référence emblématique du prédateur terrestre effroyable,
doté d'une mâchoire capable d'exercer une pression monstrueuse. Son crâne, massif, ses dents épaisses et robustes, ses capacités sensorielles telles que la vision binoculaire et l'odorat aiguisé lui confèrent une efficacité redoutable pour déchirer et broyer ses proies. Ce carnivore évoluait dans un environnement où les grandes proies terrestres abondaient, ce qui favorisait sa puissance et sa robustesse. Ces différences fondamentales soulignent que la dangerosité est contextuelle. Le Spinosaurus, en tant que semi-aquatique, était probablement spécialisé dans la chasse aux poissons géants et aux proies aquatiques, ce qui représente une niche écologique distincte. Son armement, bien que puissant, ne semble pas adapté à combattre d'énormes dinosaures terrestres, contrairement aux Tyrannosaurus qui dominaient dans les habitats ouverts terrestres. En ce sens, chacun était dangereux dans son milieu et selon ses proies cibles, sans qu'il soit possible de désigner un vainqueur absolu. L'état fragmentaire des fossiles de Spinosaurus complique d'ailleurs la comparaison directe. Longtemps à partir d'ossements partiels, notre compréhension de sa morphologie et de son comportement a évolué, montrant un animal plus aquatique que ce que les premières reconstitutions laissaient penser. En revanche, le squelette du T-Rex est l'un des plus complets parmi les grands carnivores, ce qui facilite l'étude de ses capacités physiques et comportementales. Un autre axe de réflexion porte sur la puissance de morsure et la force physique. Le T-Rex possède la force de morsure la plus importante jamais estimée chez un animal terrestre, capable de broyer des os, ce qui témoigne d'une prédation brutale et efficace. Le Spinosaurus aurait eu une morsure moins puissante, plus spécialisée pour capturer des poissons sans écraser leurs os. Cela ne l'empêche pas d'être un redoutable chasseur, mais sa dangerosité reposait sur une autre stratégie. Enfin, le débat s'entrelace avec la notion même de comportement social. Certains chercheurs envisagent que le Spinosaurus pouvait être plus solitaire, ce qui limite son arsenal de stratégies comparé à des prédateurs pouvant chasser en groupe ou posséder une forte présence territoriale, comme le T-Rex. Le mode de vie semi-aquatique présente aussi des contraintes différentes que la vie sur terre ferme. En conclusion, plutôt que de chercher qui était le dinosaure le plus dangereux, il convient d'apprécier la diversité des modes de prédateurs existants à l'époque. Le Spinosaurus et le T-Rex étaient tous deux des prédateurs redoutables, mais dans des contextes et avec des stratégies très différentes. Chacun régnait en maître dans son environnement particulier, incarnant à leur manière l'adaptabilité et la diversité écologique des dinosaures carnivores du Crétacé. Cette discussion passionnante invite à poursuivre l'exploration vers d'autres continents, comme l'Europe et l'Asie, où d'autres formes de prédateurs fascinants ont évolué, enrichissant encore notre compréhension du règne des dinosaures dangereux. L'Europe du Crétacé présente un tableau paléontologique fascinant et quelque peu différent de celui des grands continents comme l'Amérique du Nord ou l'Afrique. Contrairement à ces régions où dominent des superprédateurs géants, l'Europe semble avoir été un véritable Eldorado pour les petits et moyens prédateurs. Cette particularité découle notamment de la géographie fragmentée du continent, à cette époque, composée d'îles et d'archipels, favorisant une diversité écologique unique et la spécialisation d'espèces moins imposantes, mais tout aussi redoutables. Parmi les représentants les plus emblématiques figurent le Baryonyx et le Neovenator, deux théropodes fascinants qui témoignent d'une évolution tout aussi riche que leurs cousins de plus grande taille. Baryonyx walkeri, découvert en Angleterre dans les années 1980, se démarque par ses adaptations particulières qui évoquent une niche écologique proche de celle des grands poissons prédateurs modernes. Mesurant environ 7 à 9 mètres de long, ce théropode est remarquable pour sa mâchoire étroite et allongée.
équipés de nombreuses dents coniques, semblables à celles des crocodiles. Ces caractéristiques suggèrent un régime alimentaire, fondé en grande partie sur la chasse aux poissons. En effet, des fossiles associés à son squelette contenaient des écailles de poisson, confirmant son comportement piscivore. Par ailleurs, Baryonyx possédait de puissantes griffes, notamment une gigantesque griffe recourbée sur le pouce de chaque main, probablement utilisée pour capturer ou immobiliser ses proies aquatiques. Ce dinosaure semi-aquatique illustre parfaitement l'adaptation d'un prédateur moyen à un environnement insulaire, combinant habileté à la chasse dans l'eau avec la capacité de se déplacer sur Terre. Le Neovenator saleri, quant à lui, est un prédateur terrestre typique des îles de l'Europe du Crétacé, moyen à supérieur. Découvert dans le sud de l'Angleterre, il mesurait environ 7 mètres de long. Moins spécialisé que le Baryonyx, il affichait une morphologie robuste, adaptée à la chasse d'une variété de proies herbivores de taille moyenne. Sa mâchoire puissante et ses dents dentelées lui permettaient de trancher efficacement la chair. Mais son gabarit plus modeste par rapport aux géants nord-américains suggère qu'il chassait principalement en solitaire, privilégiant des formes de proies accessibles dans son environnement fragmenté. La coexistence avec divers petits et moyens herbivores a sans doute façonné ses comportements et stratégies de chasse. La fragmentation du continent européen durant cette période, due à la montée du niveau des mers et à la formation d'îles éparses, a créé un environnement où la taille corporelle et la spécialisation écologique sont devenus des facteurs cruciaux pour la survie. Les grands prédateurs auraient souffert d'un manque de grandes proies et d'espace suffisant pour prospérer, ce qui a laissé place à de plus petits prédateurs hautement adaptés aux niches variées. Ces conditions ont stimulé une compétition intense et une diversification remarquable des espèces, avec des spécialisations souvent liées à des modes de vie semi-aquatiques ou à la chasse de proies spécifiques. Dans ce contexte, l'Europe du Crétacé se présente donc comme un laboratoire naturel d'expérimentation évolutive, où les petites et moyennes formes de prédateurs ont pu s'épanouir et occuper des niches inaccessibles aux géants carnivores des continents voisins. Leur dangerosité n'est pas à mesurer uniquement à l'aune de leur taille, mais aussi à travers leur capacité à s'adapter, chasser efficacement dans des environnements variés et rivaliser dans des conditions écologiques parfois difficiles. Ainsi, le Baryonyx et le Neovenator ne sont pas de simples petites bêtes face aux titans d'autres continents, mais incarnent une forme de dangerosité nuancée, reposant sur l'agilité, la spécialisation et une adaptation fine à leur milieu. Cette richesse explique pourquoi l'Europe mérite d'être considérée comme un véritable Eldorado des carnivores modestes, mais impressionnants, révélant une autre facette de la complexité écologique du monde des dinosaures. Dans la séquence suivante, nous explorerons plus avant les interactions sur des petits continents, où la prédation mixte et la concurrence entre espèces occupaient une place déterminante dans la structuration des écosystèmes mésozoïques. Dans les profondeurs de l'histoire des dinosaures, les petits continents du Mésozoïque offrent un cadre écologique fascinant, où la prédation ne se résume pas simplement à la lutte entre un grand prédateur dominant et ses proies, mais s'inscrit au contraire dans une dynamique complexe de concurrence et de spécialisation. Ces terres fragmentées, souvent constituées d'archipels ou d'îles isolées, ont constitué des laboratoires naturels d'évolution où les niches écologiques se sont multipliées, donnant lieu à une mosaïque d'interactions entre prédateurs et proies de toute taille. Ce panorama varie des vastes plaines d'Amérique du Nord et du Sud aux petits continents européens et océaniens, façonnant des stratégies de survie bien spécifiques. Sur ces petits continents, la dérive tectonique et le découpage géographique
ont souvent limité la taille des écosystèmes et la disponibilité de grandes proies. Par conséquent, la compétition entre espèces carnivores est devenue féroce, mais souvent réglée par la spécialisation et la partition des niches écologiques. Plutôt que de voir émerger de gigantesques superprédateurs dominants, on observe souvent une diversité accrue de petits et moyens prédateurs qui coexistaient en occupant des rôles distincts dans l'équilibre de la chaîne alimentaire. Cette prédation mixte s'appuie sur l'exploitation de proies variées, allant des petits vertébrés, comme les lézards, mammifères primitifs et petits dinosaures herbivores, jusqu'aux jeunes ou individus affaiblis de plus grandes espèces. Par exemple, sur les îles européennes du Crétacé, les dinosaures carnivores, comme le Baryonyx et le Neovenator, ont dû adapter leur technique de chasse à la disponibilité restreinte et fragmentée des ressources alimentaires, développant des stratégies opportunistes avec des comportements semi-aquatiques ou des attaques ciblées sur des niches alimentaires spécifiques. La compétition ne se limitait pas à la bataille pour la nourriture, mais s'étendait à la conquête d'espaces de vie, à la recherche de caches pour la reproduction et à l'évitement des prédateurs plus grands, créant ainsi un réseau complexe d'interactions. Les niches écologiques se définissaient par la taille, le mode de vie, les préférences alimentaires et les modalités de chasse. Certains prédateurs se spécialisaient dans la vitesse et l'agilité, chassant les proies d'un gabarit modeste, tandis que d'autres misaient sur la puissance ou la furtivité. Dans les régions isolées comme certains archipels océaniques, la limitation des ressources a souvent conduit à ce que l'on appelle le nanisme insulaire, phénomène par lequel les dinosaures avaient tendance à être de plus petite taille. Ce phénomène impactait également les stratégies prédatrices, privilégiant des comportements efficaces pour maximiser l'utilisation des ressources limitées. C'est dans ces environnements que l'on observe souvent une forte diversité d'espèces qui cohabitent grâce à une spécialisation fine, évitant ainsi une compétition directe qui serait fatale. Un autre aspect fascinant de cette prédation mixte est la coexistence de groupes concurrents comme les dromaeosauridés, les théropodes de taille moyenne, ainsi que des théropodes plus petits. Cette coexistence dynamique a favorisé évolution convergente, adaptation distincte de la morphologie des membres, denture, sensorialité et comportement, alimentant la diversité des stratégies prédatrices. En conséquence, la chaîne alimentaire de ces petits continents apparaît comme un réseau stratifié et sophistiqué, où l'interaction et l'adaptation sont les clés du succès. En somme, la prédation mixte sur ces petits continents révèle une organisation écologique bien plus nuancée que chez les superprédateurs des grandes plaines. Cette diversité, fruit de la topographie, de l'évolution des espèces et des contraintes environnementales, a donné naissance à des communautés de dinosaures où la compétition s'équilibre par la spécialisation et la partition des ressources. Ce tableau complexe ouvre des perspectives passionnantes pour comprendre comment la taille, le mode de vie et les environnements ont façonné les pratiques prédateurs à travers les continents. La prochaine étape de ce voyage nous emmènera vers l'Asie, une région clé où la montée en puissance de prédateurs emblématiques comme le Vélociraptor et le Tarbosaurus a marqué une nouvelle phase dans l'évolution des dinosaures carnivores et de leur comportement. L'Asie, vaste continent aux multiples climats et écosystèmes durant le Crétacé, s'est distingué comme un véritable foyer d'évolution pour des dinosaures carnivores aux caractéristiques aussi impressionnantes que variées. Sur ces terres, les prédateurs comme le Vélociraptor, le Tarbosaurus et le Therizinosaurus ont connu une montée en puissance remarquable, témoignant des dynamiques complexes qui régnaient dans les différents habitats asiatiques et qui ont contribué à façonner l'histoire évolutive des dinosaures dangereux. Commençons avec le Vélociraptor mongoliensis. Sans doute l'un des dinosaures carnivores
les plus célèbres grâce à sa médiatisation, mais aussi pour son rôle clé dans la compréhension de l'évolution des théropodes compacts et agiles. Pesant environ 15 à 20 kilos et mesurant près de 2 mètres de longueur, ce petit chasseur rapide et intelligent vivait dans les déserts du Crétacé supérieur de Mongolie. Sa dangerosité ne résidait pas dans la taille, mais dans la stratégie de chasse et les adaptations spécialisées. Son crâne allongé, ses mandibules dentées, et surtout sa griffe en forme de faucille, longue et recourbée, lui permettaient de saisir et immobiliser rapidement ses proies. Des fossiles montrent parfois des preuves de combats violents avec des proies de taille comparable ou plus grande, suggérant une agilité et une férocité redoutables. À une échelle plus massive, le Tarbosaurus bâtard, souvent considéré comme le cousin asiatique du Tyrannosaurus rex, dominait les écosystèmes terrestres d'Asie centrale et orientale. Ce théropode atteignait environ 10 à 12 mètres de long, avec une puissance de morsure comparable, quoique légèrement moindre, à celle de son grand frère nord-américain. Le Tarbosaurus possédait un crâne robuste et des dents capables de déchirer la chair et de broyer les os. Une silhouette imposante, lui conférant une force physique remarquable pour affronter de grandes proies. Il était le super prédateur dominant des plaines asiatiques, capable de régner sur un territoire où coexistaient d'autres carnivores plus petits. Enfin, le Therizinosaurus cheloniformis se démarque par son extraordinaire morphologie et ses armes inhabituelles. Avec ses immenses griffes, pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de long, ce théropode d'Asie centrale intriguait les paléontologues depuis sa découverte. Contrairement aux autres grands carnivores, le Therizinosaurus se distingue par un mode de vie vraisemblablement plus herbivore ou omnivore, utilisant ses griffes pour se défendre ou récolter de la nourriture plutôt que pour la chasse. Toutefois, certains de ses proches parents appartenaient à des lignées carnivores, ce qui souligne la diversité écologique des théropodes asiatiques et leur capacité à occuper des niches particulières, parfois en marge du modèle classique du prédateur redoutable. Cette montée en puissance des dinosaures carnivores en Asie est étroitement liée à la configuration géographique du continent et à la variété des habitats présents. Des déserts arides, des forêts denses aux zones fluviales, ces environnements hétérogènes ont permis aux dinosaures de se diversifier, d'expérimenter différentes stratégies de survie et de compétition. La coexistence de formes aussi contrastées, du petit Vélociraptor à l'imposant Tarbosaurus, illustre une partition fine des niches écologiques dans cet espace dynamique. En conclusion, l'Asie du Crétacé a offert un écrin naturel, propice à l'apparition et à la prospérité de prédateurs carnivores variés et sophistiqués. La montée en puissance du Vélociraptor, agile et féroce, du Tarbosaurus puissant et imposant, ainsi que du Therizinosaurus mystérieux, révèle la richesse évolutive et écologique du continent, qui a su faire coexister grandeur, diversité et adaptation étonnante dans l'arène des prédateurs du passé. La suite de notre exploration nous conduira à étudier en détail les comportements de chasse en Asie, pour mieux comprendre si ces raptors étaient solitaires ou chassaient en groupe, une question cruciale pour évaluer la dangerosité et la complexité sociale de ces dinosaures fascinants. L'étude des comportements de chasse des dinosaures en Asie, particulièrement des fameux raptors tels que le Vélociraptor, soulève une question captivante qui a animé les débats scientifiques. Ces chasseurs redoutables opéraient-ils en solitaire, s'appuyant sur leur agilité et leur intelligence individuelle? Ou bien avaient-ils développé des stratégies de chasse en groupe, plus sophistiquées et coopératives? Comprendre cette dynamique est essentiel pour apprécier la nature réelle de leur dangerosité et la complexité de leur vie sociale. Les fossiles découverts en Mongolie
notamment dans la formation des dunes de Jadokta, où le vélociraptor est emblématique, offre déjà des indices précieux. L'une des découvertes les plus célèbres est celle d'un fossile datant d'environ 75 millions d'années, où un vélociraptor apparaît enlacé dans un combat mortel avec un protocératops. Cette scène figée dans le temps suggère que le vélociraptor pouvait s'attaquer à des proies plus grandes et mieux défendues, indiquant un prédateur capable de tactiques complexes. Toutefois, ce type de preuve reste un instantané individuel, offrant peu d'informations sur les comportements collectifs. Des traces plus directes sur d'éventuelles chasses en groupe proviennent de restes fossilisés regroupés de petits théropodes proches du vélociraptor. Par exemple, certaines découvertes montrent des concentrations d'individus de dromaeosauridés dans un même secteur géographique, pouvant suggérer un mode de vie social, voire des groupes organisés. Toutefois, ces agrégats peuvent avoir plusieurs explications alternatives, allant de comportements grégaires non liés à la chasse à des rassemblements de jeunes ou des regroupements saisonniers pour se protéger des prédateurs plus gros. Sur le plan anatomique, les raptors sont équipés d'attributs qui laissent penser à une certaine sophistication dans la chasse. Leurs membres postérieurs puissants et agiles, leurs griffes en forme de faucilles particulièrement tranchantes et une capacité sensorielle développée, notamment une bonne vision binoculaire, favorisant la perception de la profondeur et la coordination lors d'une attaque. Ces caractéristiques pourraient être efficaces aussi bien pour des attaques solitaires rapides que dans des attaques coordonnées en groupe. La comparaison avec les prédateurs modernes, notamment les oiseaux rapaces et certains mammifères sociaux, permet d'émettre des hypothèses plausibles. Chez les rapaces, la chasse peut être autant solitaire que collaborative selon les espèces. Chez les mammifères comme les loups, la chasse en meute permet d'abattre des proies beaucoup plus grandes. Les raptors, avec leur intelligence supposée supérieure à la moyenne des reptiles, pourraient avoir adopté ces deux stratégies selon les contextes, apportant ainsi une flexibilité comportementale importante. Enfin, la toxicologie et la paléopathologie apportent aussi quelques éléments sur le mode de vie des raptors. La fréquence de blessures guéries chez certains spécimens, indicatrice d'un mode de vie actif et potentiellement dangereux, souligne la brutalité des combats tant interspécifiques qu'intraspécifiques. Cette réalité pourrait entraîner des comportements coopératifs pour mieux protéger le groupe ou maximiser les chances de réussite lors des chasses. En conclusion, bien que le débat reste ouvert, de nombreux indices convergent vers l'idée que les raptors asiatiques, tels que le vélociraptor, pouvaient être des chasseurs à la fois solitaires et sociaux, adaptant leur stratégie à la taille de la proie, à l'environnement et à la pression prédatrice. Cette capacité d'adaptation augmentait leur efficacité, témoignant d'une forme avancée de comportement prédatoire dans le règne animal du Crétacé. Dans nos prochaines investigations, nous tournerons notre attention vers les régions d'Océanie et d'Antarctique, rares foyers de découvertes paléontologiques concernant les dinosaures dangereux, afin de comprendre ce que ces territoires isolés nous révèlent sur la dangerosité à l'échelle globale. Les terres d'Océanie et de l'Antarctique, bien que moins souvent au centre des grandes révélations paléontologiques que d'autres continents tels que l'Amérique du Nord ou l'Afrique, recèlent néanmoins des indices précieux sur la présence et l'évolution de dinosaures carnivores, souvent surprenants par leur rareté et leur particularité écologique. Ces régions, marquées par une histoire géologique complexe, une isolation prolongée et des conditions climatiques spécifiques, offrent un cadre unique pour comprendre comment les dinosaures dangereux, bien que moins nombreux, ont pu s'adapter et parfois prospérer dans des écosystèmes atypiques. Commençons par l'Océanie, qui, durant le Crétacé,
était composé principalement de grandes îles et de régions continentales comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, séparées des autres masses terrestres par des mers profondes. Cette isolation a engendré un endémisme marqué chez la faune, incluant les dinosaures. Les découvertes en Australie ont mis au jour plusieurs théropodes carnivores d'importance, parmi lesquels on compte des genres comme le Australovenator, un prédateur rapide et agile d'environ 6 mètres de long, considéré comme l'un des plus grands chasseurs de la région. Sa morphologie, finement adaptée, suggère un chasseur opportuniste, capable de s'attaquer à des proies variées dans des biotopes allant de forêts denses à des plaines ouvertes. D'autres restes fossiles évoquent des espèces plus anciennes, parfois énigmatiques, indiquant que l'Océanie a abrité une diversité de dinosaures carnivores, possédant des caractéristiques mixtes, intégrant parfois des traits d'autres groupes géographiques. Ces formes suggèrent des échanges migratoires, limités, mais significatifs, renforçant l'idée que même les régions isolées n'étaient pas complètement closes, permettant une diversification progressive des prédateurs. Quant à l'Antarctique, les conditions extrêmes actuelles masquent une réalité bien différente durant le Mésozoïque. Au Crétacé, ce continent était, en effet, plus tempéré, avec un climat permettant l'existence de vastes forêts et de riches écosystèmes terrestres. Les fossiles y sont plus rares, notamment en raison des glaciations et de l'isolation géographique. Néanmoins, des découvertes ont révélé la présence de dinosaures, parmi lesquels figurent des théropodes carnivores de taille moyenne. Ces dinosaures, adaptés à des conditions parfois rigoureuses, avec des variations saisonnières importantes, témoignent d'une capacité d'adaptation remarquable. C'est particulièrement intéressant, car ces formes d'Antarctique sont parmi les plus septentrionales du Gondwana, témoignant de réseaux de dispersion entre continents australes. Elles apportent un aperçu précieux des adaptations comportementales et physiologiques nécessaires à la survie dans des environnements moins hospitaliers, peut-être impliquant des tactiques de chasse, des régimes alimentaires ou des périodes d'hivernage inédites chez les dinosaures prédateurs. Cependant, en raison du caractère fragmentaire des fossiles et des difficultés liées à l'exploration de ces régions, nos connaissances restent limitées et souvent basées sur des conjectures. Les prédateurs de ces zones semblent généralement moins imposants que les superprédateurs des autres continents, ce qui pourrait s'expliquer par la taille réduite des écosystèmes insulaires ou par les contraintes environnementales propres à ces latitudes. En somme, Océanie et Antarctique dévoilent une image plus modeste, mais tout aussi fascinante, des dinosaures dangereux. Ces régions incarnent des marges écologiques, où la dangerosité ne se mesure pas seulement par la taille ou la puissance brutale, mais par la capacité des espèces à s'adapter à des contraintes extrêmes et à exploiter des niches écologiques spécifiques. À mesure que la recherche progresse, de nouvelles découvertes pourraient venir transformer notre compréhension de ces dinosaures rares et insolites, révélant peut-être des prédateurs tout aussi redoutables que ceux des continents plus explorés. Notre prochaine étape portera sur une comparaison approfondie des ratios prédateurs-proies à travers les continents, afin d'élucider davantage les raisons des divergences en termes de dangerosité et de biodiversité. L'étude des écosystèmes du Crétacé à travers le globe révèle que le ratio entre prédateurs et proies, bien qu'étant un facteur clé de la dynamique des populations, varie considérablement selon les continents. Comprendre ces différences est essentiel pour analyser la dangerosité relative des dinosaures au sein de leurs environnements respectifs et les raisons pour lesquelles certains continents semblent avoir abrité des prédateurs particulièrement redoutables. Premièrement, le concept même de ratio prédateur-proie repose sur un équilibre écologique délicat. Un écosystème sain accueille généralement un nombre bien plus élevé de proies que de prédateurs, puisque ces derniers
dépendent directement de la disponibilité des ressources pour survivre. Toutefois, la taille de la proie, la diversité des habitats et la fragmentation géographique influencent fortement ces chiffres. En Amérique du Nord, les études suggèrent que ce ratio était relativement élevé, caractérisé par une abondance d'herbivores gigantesques comme les hadrosaures et les cératopsiens, fournissant un vaste réservoir alimentaire pour de multiples grands prédateurs, dont le Tyrannosaurus rex. Cette disponibilité abondante de proies massives explique la présence d'un ou plusieurs superprédateurs imposants dans une même région, chacun ayant accès à un marché alimentaire suffisamment étendu pour limiter la compétition directe. Contrastant avec cette configuration, l'Amérique du Sud, bien qu'abritant aussi de très grands herbivores titanosaures, présente un ratio de prédateurs à proie moins favorable. Les carnivores y sont souvent en nombre moindre par rapport à la diversité et au nombre d'herbivores, ce qui pourrait indiquer une pression plus forte sur les ressources alimentaires. Ce déséquilibre engendre une compétition accrue entre carnivores, comme le Giganotosaurus, le Carnotaurus et le Mapusaurus, qui ont probablement dû diversifier leur stratégie de chasse, leurs niches écologiques et même adopter des comportements sociaux pour optimiser leur survie. En Afrique, alors que la diversité des proies est également élevée, avec des sauropodes et d'importants ornithopodes, le ratio prédateur-proie semble modéré. Ceci est en partie dû à l'univers semi-aquatique unique du Spinosaurus, qui a exploité des ressources alimentaires différentes, en partie aquatiques, réduisant ainsi la concurrence avec des prédateurs terrestres comme le Carcharodontosaurus ou le Rugops, chacun se spécialisant dans des niches alimentaires distinctes. Cette partition écologique a contribué à un équilibre plus stable entre prédateurs et proies. Dans les petits continents et archipels européens, la fragmentation des habitats a conduit à des ratios généralement plus faibles de grands prédateurs, compensés par une forte présence de petits et moyens carnivores spécialisés. La diversité en proie, souvent limitée en taille et en nombre, a incité les prédateurs à une spécialisation accrue, réduisant leur dangerosité brute, mais augmentant leur efficacité dans des niches précises. Enfin, en Asie, la coexistence de prédateurs variés, du Vélociraptor agile au grand Tarbosaurus, s'explique par un ratio équilibré. La diversité des proies et la variabilité des milieux asiatiques ont permis un partage des niches entre petits et grands prédateurs, évitant ainsi une compétition excessive. Ce contexte a favorisé une évolution rapide et diversifiée des stratégies de chasse, avec un haut degré d'adaptabilité comportementale. Les écarts dans ces ratios peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs convergents: la taille et la diversité des habitats, l'isolement géographique, les fluctuations climatiques et même les perturbations environnementales liées à l'activité tectonique. Par exemple, la fragmentation des continents a souvent favorisé une plus grande spécialisation et exclusivité des niches, influant directement sur les populations de proies et la répartition des carnivores. De plus, les événements climatiques comme le réchauffement ou le refroidissement global ont modifié les zones de peuplement des herbivores, impactant indirectement les populations de prédateurs qui ont dû s'adapter en conséquence. Certains continents ont ainsi pu bénéficier de périodes stables, favorisant la prolifération des proies et la diversification des prédateurs, tandis que d'autres ont connu des cycles de crise écologique contraignant radicalement les deux groupes. Pour conclure, la comparaison des ratios prédateurs-proies révèle une mosaïque riche et complexe d'interactions, où la dangerosité des dinosaures ne peut être comprise qu'à travers le prisme écologique global. Ces différences expliquent en partie pourquoi certains continents ont vu émerger des superprédateurs titanesques et d'autres, des prédateurs plus petits
mais plus spécialisés. Ce cadre conduit à apprécier la géodiversité paléontologique comme un reflet de mécanismes évolutifs finement ajustés par leur environnement. Dans la suite, nous analyserons l'influence des événements climatiques et géographiques majeurs sur cette évolution, afin de mieux saisir les forces qui ont façonné la dangerosité des dinosaures à travers les âges et les terres. L'évolution des dinosaures, et en particulier la dangerosité de leurs prédateurs, ne peut être pleinement comprise sans tenir compte des influences majeures exercées par les événements climatiques et géographiques au cours de l'ère mésozoïque. Ces facteurs ont joué un rôle fondamental en façonnant les écosystèmes, les niches écologiques et, par conséquent, la taille, la puissance et les comportements des dinosaures carnivores sur les différents continents. Dans cette section, nous explorerons comment ces forces naturelles ont agi conjointement pour modeler la diversité et la dangerosité des dinosaures à travers les âges. Durant le Mésozoïque, la planète a connu des fluctuations climatiques significatives, avec des cycles de réchauffement et de refroidissement, une variation des niveaux marins et des modifications de la répartition des masses terrestres dues à la dérive des continents. Ces changements ont eu un impact direct sur la disponibilité et la nature des habitats, ainsi que sur la diversité et la densité des populations animales. Par exemple, les périodes de réchauffement global ont souvent favorisé l'expansion des forêts tropicales et tempérées, fournissant un habitat riche en ressources végétales pour les herbivores. Cette abondance a permis la prolifération de grandes populations de proies et, par voie de conséquence, la montée en puissance des superprédateurs capables de les chasser efficacement. La taille colossale de dinosaures, comme le Tyrannosaurus rex ou le Giganotosaurus, peut ainsi être partiellement expliquée par la nécessité de maîtriser ces vastes populations de grands herbivores. À l'inverse, pendant les phases plus fraîches ou plus arides, la réduction des zones forestières et la fragmentation des habitats ont entraîné des pressions sélectives différentes. Dans ces conditions, la compétitivité entre prédateurs s'est accentuée, conduisant parfois à la spécialisation morphologique et comportementale, ainsi qu'à l'émergence de carnivores plus agiles et adaptables. Le Carnotaurus sud-américain, avec sa silhouette élancée, illustre parfaitement cette adaptation aux environnements plus ouverts ou plus difficiles. La dérive des continents, quant à elle, a transformé la répartition géographique des espèces, isolant des populations qui ont évolué indépendamment. La séparation de la Pangée en plusieurs masses terrestres, l'Eurasie au nord, Gondwana au sud, a entraîné la formation d'écosystèmes distincts où la pression évolutive a généré une diversité sans précédent. L'isolement géographique a favorisé l'apparition de prédateurs uniques, adaptés à des conditions locales spécifiques, comme le Spinosaurus semi-aquatique en Afrique ou les raptors asiatiques au comportement de chasse sophistiqué. Ces isolements ont également modifié les interactions entre prédateurs et proies. Sur de petits continents ou des îles, la limitation des ressources a souvent provoqué des phénomènes tels que le nanisme insulaire, affectant tant les herbivores que les carnivores et modifiant la dynamique de prédation. Ainsi, en Europe ou en Océanie, les dinosaures carnivores, souvent plus petits, ont développé des stratégies de chasse adaptées à des écosystèmes fragmentés et moins riches, ce qui contraste avec la dominance des géants carnivores sur les vastes continents d'Amérique ou d'Afrique. De plus, les événements géographiques tels que la création de chaînes de montagnes, la formation de mers intérieures ou l'ouverture de passages océaniques ont eu des effets profonds. Ces barrières ont pu empêcher la propagation de certaines espèces, renforçant l'endémisme et la diversification. En parallèle, ces changements ont aussi entraîné des modifications climatiques locales, impactant l'abondance des proies et, indirectement, la taille
et la dangerosité des prédateurs. Ainsi, à travers l'histoire, l'évolution de la dangerosité des dinosaures carnivores s'est inscrite dans un contexte dynamique où le climat et la géographie ont agi comme des forces catalytiques. Ils ont déterminé non seulement la taille et la puissance de ces animaux, mais aussi leur comportement, leur spécialisation et leur capacité à s'adapter à des environnements changeants. Ces interactions complexes expliquent en grande partie pourquoi certains continents ont vu émerger des superprédateurs titanesques, tandis que d'autres ont valorisé des formes plus petites, agiles ou spécialisées. En conclusion, étudier ces influences nous permet d'apprécier la richesse écologique et évolutive du Mésozoïque et d'éviter les jugements simplistes sur la dangerosité des dinosaures. Ces géants ont évolué dans un théâtre naturel, en perpétuel mouvement. Et c'est cette évolution conjointe entre eux et leur environnement qui a sculpté la diversité spectaculaire que nous découvrons aujourd'hui. Dans notre prochaine étape, nous entrerons dans un débat stimulant visant à désigner, selon les connaissances scientifiques actuelles, les 3 continents qui auraient abrité les dinosaures les plus dangereux. Ce débat fera ressortir toute la complexité et les nuances que recèle ce vaste sujet. Le débat sur les continents ayant abrité les dinosaures les plus dangereux est riche et complexe, mêlant données fossiles, analyses paléoécologiques et interprétations évolutives. Selon la science actuelle, 3 continents se détachent nettement par la qualité et la quantité des découvertes de prédateurs carnivores exceptionnels: l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ces régions, chacune avec ses spécificités géologiques, climatiques et écologiques, ont vu évoluer des dinosaures qui incarnent à leur manière la dangerosité maximale au sommet des chaînes alimentaires mésozoïques. L'Amérique du Nord, souvent considérée comme un véritable Eldorado des superprédateurs, est célèbre pour le Tyrannosaurus rex, véritable icône des dinosaures dangereux. Avec sa puissance de morsure record, sa taille imposante pouvant dépasser 12 mètres et ses aptitudes de chasseur largement documentées, le T-Rex symbolise la dangerosité dans la culture populaire et scientifique. À ses côtés, d'autres carnivores, tels que le Dakotaraptor, ont complété cet écosystème, témoignant d'une complexité comportementale et d'une diversité adaptée aux vastes plaines nord-américaines du Crétacé supérieur. L'Amérique du Sud, quant à elle, s'est illustrée par la découverte de prédateurs titanesques comme le Giganotosaurus, le Carnotaurus et le Mapusaurus. Ces géants, souvent de taille comparable voire supérieure à celle du T-Rex, ont évolué dans des écosystèmes où la pression évolutive a favorisé des adaptations distinctes, telles que la vitesse ou les stratégies de chasse en groupe. La présence de ces carnivores d'envergure, conjuguée à une diversité impressionnante d'herbivores massifs, confère au continent une place majeure dans ce classement. L'Afrique ne peut être ignorée dans cette évaluation, avec des prédateurs tout aussi redoutables et singuliers. Le Spinosaurus, du fait de sa taille exceptionnelle et de son mode de vie semi-aquatique unique, constitue un cas à part, rivalisant en notoriété et en particularité avec le T-Rex. Le Carcharodontosaurus et le Rugops complètent ce tableau africain, démontrant la richesse des niches écologiques exploitées sur le continent et l'adaptabilité remarquable des dinosaures carnivores. D'autres continents, comme l'Asie, avec ses Vélociraptors et Tarbosaurus, ainsi que l'Europe ou l'Océanie, ont hébergé des prédateurs particulièrement efficaces, mais généralement de taille plus modeste. Leur dangerosité réside davantage dans leur stratégie de chasse, leur agilité ou leur spécialisation écologique que dans une force brute comparable à celle des gigantesques théropodes des 3 premiers continents.
Ce débat met en lumière que la dangerosité ne se mesure pas uniquement en mètres ou tonnes, mais aussi en adaptation, innovation et comportement. La science actuelle privilégie donc une approche nuancée, reconnaissant que les 3 continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique, ont chacun produit des formes uniques et redoutables, selon leurs contextes environnementaux et évolutifs. Ainsi, le classement des continents des dinosaures les plus dangereux reflète la richesse et la diversité de la vie préhistorique sur Terre, sans qu'aucun territoire ne domine absolument tous les autres. Cette perspective encourage une appréciation plus large du règne des dinosaures carnivores, dépassant le simple affrontement entre géants pour embrasser la complexité écologique et historique qui a forgé leur légende. Dans la prochaine section, nous nous aventurerons dans un exercice fascinant d'hypothèses. Imaginez ce qu'il se serait passé si ces dinosaures redoutables s'étaient rencontrés d'un continent à l'autre, et tenter d'évaluer qui aurait pu dominer ce face-à-face extraordinaire. Imaginez une rencontre entre les dinosaures les plus redoutables issus des différents continents du Mésozoïque relève d'un exercice fascinant, mêlant hypothèses scientifiques, connaissances paléontologiques et un zeste de spéculation raisonnée. Ce scénario, bien qu'impossible dans la réalité géologique due à la dérive des continents qui a isolé leur population, permet d'explorer les forces respectives, les adaptations et la mécanique de la prédation qui régnait chez ces géants. Qui aurait dominé si, par une conjonction exceptionnelle, le Tyrannosaurus rex d'Amérique du Nord, le Giganotosaurus d'Amérique du Sud, le Spinosaurus d'Afrique ou encore le Tarbosaurus d'Asie s'étaient affrontés? Commençons par analyser la puissance brute. Le Tyrannosaurus rex apparaît souvent comme le roi incontesté, grâce à sa force de morsure extrême, capable de broyer les os, sa stature massive et un sens aigu de la vision et de l'odorat. Sa mâchoire était un véritable outil meurtrier, renforcé par une ossature solide et des capacités physiques adaptées à un combat d'une rare intensité. Le Giganotosaurus, rival taille pour taille, présentait un crâne plus long et plus étroit, avec une capacité de morsure différente, plus rapide et tranchante, mais moins écrasante. Ce dinosaure sud-américain misait davantage sur la rapidité et la découpe que sur la force pure. Passons ensuite au Spinosaurus, une bête aux caractéristiques uniques. Plus long que le T-Rex, possiblement plus lourd, il vivait un mode semi-aquatique, armé d'un museau étroit, adapté à la capture de poissons et doté d'une voile dorsale imposante. Sa dangerosité venait de cette spécialisation hors norme, mais elle le rend probablement moins efficace dans un affrontement terrestre direct contre un redoutable prédateur comme le T-Rex ou le Giganotosaurus, plus adapté à la chasse au gros gibier terrestre. Le Tarbosaurus, cousin asiatique du T-Rex, combinait puissance et agilité. Moins massif que le Tyrannosaurus, il compensait par une rapidité légèrement supérieure et des stratégies de chasse probablement plus flexibles. En bataille, ses dents tranchantes et son système sensoriel finement développé en faisaient un adversaire de taille. Toutefois, le combat ne se joue pas uniquement sur la force brute ou la taille. L'agilité, la vitesse, l'intelligence et le comportement social jouent un rôle tout aussi crucial. Des espèces comme le Giganotosaurus auraient pu s'appuyer sur des tactiques de groupe, une coopération en meute facilitant la prise de proies gigantesques, tandis que le T-Rex était probablement plus solitaire. L'agilité du Spinosaurus dans les milieux aquatiques lui aurait offert des échappatoires et des stratégies de contournement inédites, tandis que le Tarbosaurus pourrait avoir utilisé la vitesse et l'environnement pour infliger des attaques précises. Imaginons donc une arène hypothétique, une vaste plaine neutre où ces prédateurs se confrontent. Le T-Rex imposerait probablement la terreur par sa puissance,
ciblant des attaques rapides et fracassantes. Le Giganotosaurus, avec ses attaques rapides et coordonnées, pourrait chercher à exténuer son adversaire grâce à une endurance plus grande. Le Spinosaurus, moins à l'aise sur la terre ferme, serait en difficulté face à ses combats directs, mais ses capacités dans l'eau lui permettraient de survivre et riposter efficacement dans un environnement mixte. Le Tarbosaurus, discret et rapide, jouerait sur sa mobilité pour s'adapter aux circonstances, utilisant peut-être la ruse pour éviter une confrontation frontale. Ainsi, la dominance ne peut être attribuée à un seul dinosaure ou continent, mais dépendrait fortement du contexte écologique et comportemental. Dans un milieu terrestre classique, le T-Rex ou le Giganotosaurus glanerait probablement l'avantage, tandis que dans un environnement plus varié incluant eau et territoire fragmenté, le Spinosaurus tirerait son épingle du jeu. Au-delà de la simple victoire physique, ce scénario illustre la richesse des adaptations évolutives et l'extraordinaire diversité des modes de prédation. Chaque dinosaure dangereux était le maître absolu de son propre univers, conçu pour exceller dans un environnement particulier. Leur confrontation hypothétique nous invite à reconnaître que la puissance, la ruse, l'adaptabilité et même le contexte écologique forment un cocktail unique, déterminant la suprématie dans le règne animal. En somme, si ces dinosaures légendaires s'étaient un jour rencontrés, le vainqueur n'aurait pas été nécessairement le plus grand ou le plus puissant, mais probablement celui qui, dans l'arène de la vie, aurait su le mieux exploiter tous les atouts de son corps, de son comportement et de son environnement.